Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 19 octobre. À la une de cette édition, le nouveau colonel des pompiers intronisé. Le SDIS 976 a été mis à l'honneur ce matin à l'occasion de la prise de commandement du colonel Fabrice Terrien, en présence de la présidente du conseil d'administration du SDIS, Mouanecha Soumaïla, et du préfet Dominique Sorin. Le commencement de la cérémonie a été perturbé par la mobilisation impromptue de sapeurs-pompiers pour une intervention de secours, l'occasion de rappeler l'engagement et le dévouement quotidien de ces professionnels et volontaires. La cérémonie s'est ensuite poursuivie par une présentation de l'évolution et des engagements du service. Marion Tellier. Le corps départemental du SDIS s'est rassemblé ce matin sur la place de la République pour une cérémonie particulière, la prise de commandement du chef de corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. Un événement qui s'est déroulé parmi la population de Mamoudzou, l'occasion de faire rayonner ces femmes et ces hommes qui composent ce service, à présent sous la direction du colonel Fabrice Terrien. Un nouveau chef de corps, lorsqu'il prend ses fonctions, il consacre toujours un moment à prendre connaissance de l'organisation qui est en place, à prendre connaissance des moyens qui existent déjà sur le terrain. Et donc, moi, ma démarche, elle va être de ressentir l'état des choses, de rencontrer les gens et puis finalement de rendre à mes autorités, que sont le préfet et la présidente du conseil d'administration, un rapport sur l'état du service afin de dégager des axes de travail sur le court, le moyen et le long terme. Le service de secours et d'incendie voit le jour en 2014. Il continue depuis de se développer et de se professionnaliser pour répondre aux besoins des habitants de l'île. Nous sommes ici dans une organisation classique de département où à l'origine des moyens de secours pouvaient exister dans chaque commune, dans les villages, mais ici à Mayotte c'est beaucoup plus récent, c'est allé beaucoup plus vite. Et il est important d'avoir cette entité départementale. Ça permet d'avoir une approche sur l'ensemble du territoire en matière d'organisation de secours, en matière de moyens. Ça permet de rationaliser. Il y a des moyens qui doivent être positionnés au plus près des habitants, dans les centres de secours. Il y a d'autres moyens qui nécessitent une organisation départementale, parce que c'est spécialisé en termes d'intervention. Un service dont les interventions quotidiennes peuvent s'avérer être un réel challenge. Les sapeurs-pompiers mahorais doivent en effet être en mesure de répondre efficacement à des problématiques propres à l'île, procéder à des interventions sur des accouchements, au nombre de 600 pour l'année 2017, intervenir dans des espaces aux conditions d'accès difficiles, tels que les bangas. Dans le cadre de l'actualité anjouanaise, le service pourrait également être davantage confronté à l'arrivée de migrants devant urgemment être secourus. Souvent, il y a des prises en charge par les sapeurs-pompiers de blessés qui peuvent, ou de personnes malades qui peuvent arriver. Donc les services et sapeurs-pompiers sont mobilisés de la même façon, bien évidemment, en fonction de la tournure que pourraient prendre les événements dans l'île comorienne d'Anjouan. Les objectifs à long terme de la SDIS sont la continuité du développement de ce service, notamment avec de grands chantiers de solidification des locaux déjà présents sur le territoire, puis la construction de nouveaux. Un projet à hauteur de 35 millions d'euros qui se poursuivra jusqu'en 2023. Le volontariat, quant à lui, fera aussi l'objet d'une grande mise en valeur auprès de la population mahoraise comme engagement citoyen pour une grande cause nationale. Interrogé sur les affrontements armés qui ont fait 3 morts à Anjouan, le préfet Dominique Sorin a botté en touche, laissant le soin à son directeur de cabinet de répondre aux questions. Lors de la matinale de Kouézi, Étienne Guillet a assuré que le dispositif de contrôle des frontières avait été renforcé suite à l'arrivée d'un blessé sur la plage de Papani. Par ailleurs, il a assuré que les personnes qui fuiraient les combats ne seraient pas considérées comme des réfugiés politiques, mais comme des personnes en situation irrégulière. Écoutons sa réaction par téléphone au micro de Patrick Millon. Pour l'instant, ces personnes, si effectivement ils viennent sans autorisation sur Mayotte, ce qui est la plupart du temps le cas, oui. Ils seront effectivement dans un premier temps considérés comme des personnes en situation irrégulière. D'accord. Après, effectivement, leur capacité à demander l'asile pourra être examinée et ce sera effectivement à ce moment-là l'OFPRA qui examinera la situation au vu de la situation et des témoignages des uns des autres. Mais clairement, aujourd'hui, si ces personnes arrivent sur l'île de Mayotte, ils seront considérés en premier lieu comme étant des personnes en situation irrégulière. Cette semaine, le ministère de l'Intérieur a dévoilé les estimations provisoires de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. On apprend ainsi qu'en septembre 2018,
342 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d'outre-mer et 6819 ont été blessés, dont 5585 accidents corporels. La mortalité routière de septembre 2018 est supérieure à celle enregistrée en septembre 2017. 19 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en septembre 2018, soit 2 de plus que l'année passée. Mayotte n'est pas épargnée par les accidents et ce matin, la DEAL a mené une opération de sensibilisation à Koungou. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakura. La place de la Poste à Koungou était très animée ce matin. Les services de la DEAL ont su capter l'attention des passants avec des machines qui ont le don de faire leur effet. Si nous sommes ici pour 2 actions, les 2 actions rentrent dans la sensibilisation des usagers de la route sur le port de la ceinture de sécurité. Derrière nous, on a le testo-choc qui nous montre ce qui peut arriver un jour si un véhicule entre en collision avec un arbre ou un poteau, une collision frontale. Si on n'avait pas mis la ceinture, qu'est-ce qui se passerait? Et à côté, on a la voiture tonneau qui complète celle-ci, mais si un jour on est dans une voiture qui fait tonneau, donc quand il y a un retournement de la voiture plusieurs fois, si on n'a pas mis la ceinture, ce qui se passerait. Parce qu'à Mayotte, on a compris l'intérêt de mettre la ceinture aux places avant, mais jusqu'à maintenant, pour les places arrière, on dit « Ah, moi je monte derrière parce que je ne veux pas mettre la ceinture ». Depuis 2016, la mortalité a augmenté de 14% à Mayotte. Au-delà de l'absence de ceinture, de nombreux accidents concernent les 2 roues. C'est pour cette raison que les intervenants départementaux de la sécurité routière tentent de sensibiliser la population quant à l'importance du respect des règles. C'est important de montrer tout ça aux usagers de la route surtout, parce que si on ne montre pas un exemple, les usagers ne peuvent pas savoir. Par exemple, les 2 roues, ils ne mettent jamais leur casque ou bien ils n'assurent pas leur moto. Si on l'attrape, si on a un accident, comment ils vont faire le constat? Avec 7 nouveaux véhicules qui intègrent chaque jour les routes du département, ce genre de journée de sensibilisation apparaît indispensable pour faire en sorte que les chiffres des accidents cessent leur croissance continue. Santé, dans votre 19h, le ministère de la Santé, l'Assurance Maladie et Santé Publique France vont lancer en novembre prochain la 3e édition du mois sans tabac. Selon l'État, cette opération a contribué à la baisse historique du tabagisme en France, avec 1 million de fumeurs quotidiens en moins entre 2016 et 2017. À Mayotte, 30% des jeunes mahorais fumeraient, tandis qu'un jeune sur 3 est concerné par l'exposition à la consommation de cigarettes. Cette campagne vise donc l'ensemble de la population, comme nous l'explique le responsable du pôle prévention à l'ARS lors de la matinale de Coésie. Déjà, les expériences, c'est la 3e édition. Donc, les expériences précédentes ont montré qu'effectivement, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors, c'est aussi parce qu'il y a un apport. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à s'arrêter de fumer. Donc, il y a des sites, un site internet qui a été ouvert. Il y a un numéro standard où vous pouvez avoir un tabacologue pour vous préparer. Il y a un certain nombre de documents également, d'informations qui vous sont délivrés et qui vous, de manière toujours très bienveillante, très positive, qui vous explique effectivement où est-ce que vous en êtes avec le tabac, où est votre niveau de dépendance, comment est-ce que vous pouvez arrêter de fumer, quelle est votre consommation, combien est-ce que ça vous coûte, et qui vous donne comme ça des informations qui vont vous permettre peut-être effectivement de se dire mais bon, je peux peut-être arrêter de fumer. Voilà, ça se tente. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 19 octobre. La situation aux Comores n'incite pas l'optimisme quant au conflit diplomatique entre Azali et la France. Depuis le refus de l'ambassade de France de délivrer des visas aux Comoriens, le président de l'Union a décidé de ne plus aller à Paris. Lui qui, comme beaucoup d'autres, à la tête de l'État comorien, possède la double nationalité, le fait non pas faute de visa, mais en soutien avec sa population. Pour se rendre à New York à l'Assemblée générale de l'ONU, Azali Assoumani est ainsi passé par Addis. Il y a 10 jours pour participer au sommet de la francophonie à Erevan, il est cette fois passé par Dubaï. Tel un passager lambda, il a ainsi dû faire une escale de plus de 14 heures pour rejoindre sa destination finale. Par là, le président Azali tente de démontrer sa détermination à ne rien lâcher face à une diplomatie française qui apparaît très affaiblie. De quoi craindre que le bras de fer s'éternise, au moins jusqu'aux élections présidentielles anticipées de 2019. Depuis quelques mois, un véhicule est mis à la disposition des agents pour effectuer une ronde armée autour du centre pénitentiaire de Majicavo.
Or, le véhicule serait dans un très mauvais état et l'un des rondiers a été conduit au CHM suite à un problème de respiration qui serait lié à la fumée et à l'odeur de gasoil qui entre dans l'habitacle pendant que le moteur et la climatisation tournent. Dans ces conditions, le syndicat lance l'avertissement suivant, je cite, « Force ouvrière exige que la vieille voiture qui pose problème ne soit plus remise pour la fronde. Force ouvrière demande à la direction de prendre en charge les frais de soins qui seront engagés par le collègue. Force ouvrière condamne la mise en doute perpétuelle des paroles des agents et demande à la direction d'arrêter de jouer avec la vie des personnels pour faire des économies. Si ce problème n'est pas réglé dans l'immédiat, le personnel entamera un mouvement de blocage du centre pénitentiaire à compter du jeudi 25 octobre 2018, car il est hors de question de mettre en danger la vie des agents. » Grève toujours, mais excellente nouvelle cette fois pour tous les étudiants boursiers de Lille. Après un mois de grève, les agents de la direction des politiques scolaires et universitaires ont signé un protocole de sortie de crise hier. Le service devrait ainsi reprendre un fonctionnement normal à partir de la semaine prochaine pour commencer à traiter les dossiers de complément de bourse et lancer les versements. Cependant, ce conflit lié notamment à un logiciel en travaux risque d'occasionner d'importants retards. Le collectif des étudiants mahorais en métropole assure avoir été informé qu'aucun versement n'arriverait sur les comptes avant 2019. De quoi craindre des semaines difficiles pour les étudiants boursiers qui espèrent cependant que cette grève et ce nouveau logiciel mettront un point final à des retards récurrents. En effet, depuis des années, la DPSU est pointée du doigt pour des dysfonctionnements que les différents exécutifs au département n'ont jamais su régler. On termine cette édition avec les assises de la propreté urbaine qui se dérouleront du 23 au 25 octobre 2018 à la MJC de Mamoudzou. Objectif, informer, mobiliser et sensibiliser le public à la propreté urbaine, préserver la biodiversité ou encore améliorer le cadre de vie. Au programme de ces assises, débats, tables rondes, ateliers autour de questions bien précises sur les moyens à mettre en place pour améliorer les choses. Car si des tests ont actuellement lieu en matière de tri des déchets, la population a un rôle très important à jouer. Un sujet signé Leslie Vimenet. Le chef-lieu du département prend dans certains quartiers des allures de décharge à ciel ouvert. Pour faire face à ce défi majeur, les autorités ont mis en place leur propre collecte de déchets, mais cela reste encore insuffisant. À Mamoudzou, il y a du monde qui se concentre. C'est vrai. La concentration du monde, ça, c'est une production de déchets. Ouais. Et c'est tout simplement ça. Il faudra savoir qu'il y a aussi des organisations. Une organisation sur le terrain. Ouais. On a la partie propreté urbaine qui est une compétence de la ville de Mamoudzou. Nous avons la partie collecte des ordures ménagères qui est une compétence de la CADEMA depuis janvier 2016. Il faudra savoir qu'au niveau de la CADEMA, il y a des prestataires privés qui collectent. La municipalité tente de régler la problématique par le biais de dispositifs tests comme celui des poubelles semi-enterrées. Pour le moment, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des dépôts sauvages. Oui. Par exemple, le cas de Haut-Vallon, c'est toujours les entreprises privées qui viennent déverser carrément des déchets. Oui. Et les déchets sont en mélange, et ben ça ne marche pas. Oui. Il faudrait savoir qu'on les a installés sur 3 sites. Oui. À Haut-Vallon, pourquoi Haut-Vallon? Parce que c'est un endroit qui est très fréquenté Oui. par la population venant de la commune de Mamoudzou et de l'extérieur aussi des autres communes. Oui. Il y a aussi à Mgombani. Pourquoi Mgombani? Parce que Mgombani, c'est un nouveau quartier qui est en train d'être refait. Bien sûr. Nous avons aussi à Mrohandra. Mrohandra, c'est plus une population qui est éloignée, là où il n'y a pas d'accès, où la population est amenée à se déplacer pour venir sur ce point. Mais malheureusement, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens mélangent tout type de déchets. Mais l'idée de ces conteneurs semi-enterrés, c'était de les tester. Si pour l'heure les résultats ne sont pas encore pleinement au rendez-vous, l'exemple du terrain de jeu de Passamenti montre qu'en sensibilisant la population au quotidien, les choses peuvent rapidement évoluer. Il y a du monde, il y a quelqu'un qui est en permanence dans le parc et qui surveille. Déjà, première chose. Nous avons également des membres de l'association qui passent et qui surveillent et qui discutent avec la population pour expliquer l'intérêt d'avoir des équipements également de ce style à Mamoudzou. Il y a également des dégradations, ce qu'il ne faut pas croire. Hein. Il y a quand même des récalcitrants. On nous vole les sacs poubelles, on nous vole les plastiques qui encerclent les corbeilles. Ouais. Et du coup, on a dû trouver d'autres solutions plus terre à terre qui permettent de fonctionner. Trouver sans cesse des solutions qui collent aux réalités du terrain, voilà l'objectif de ces assises qui débuteront mardi matin à la MJC de Mamoudzou. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.